Chaque matin, les agents de sécurité jetaient ses beignets à la poubelle devant tout le monde. Ils la chassaient comme un animal. Les femmes riches se moquaient de son odeur d'huile. Et elle ramassait tout en silence, sans jamais répondre. Les gens la regardaient comme si elle n'existait pas. Comme si sa souffrance était normale. Comme si elle méritait ça. Mais Dieu a sa façon à lui de remettre les choses en ordre. Un jour, un homme s'effondre dans la rue. Tout le monde sort son téléphone. Personne ne bouge. Sauf elle. Elle abandonne tout ce qu'elle a et elle tend la main à un inconnu. Ce geste simple, ce geste que personne d'autre n'a eu le courage de faire, allait changer sa vie à jamais. Bienvenue sur les histoires de Sérafina. Il y a des gens que la vie écrase dès le premier jour. Des gens que le monde regarde sans les voir. Des gens dont la souffrance est si ordinaire, si quotidienne, que personne ne prend même la peine de baisser les yeux vers eux. Aminata était l'une de ces personnes-là. Et pourtant, c'est elle que le destin avait choisie. Pas les autres. Elle. Elle avait 26 ans. 26 ans et déjà des mains qui ressemblaient à celles d'une vieille femme. Des mains brûlées par l'huile chaude, calleuses à force de pétrir la pâte chaque soir à 3 heures du matin, striées de petites cicatrices que personne ne regardait jamais. Elle vivait seule avec son petit frère Kofi, qui avait 9 ans et qui toussait depuis 6 mois d'une toux qui ne partait pas. Une toux qui inquiétait Aminata chaque nuit, qui l'empêchait de dormir profondément, qui lui rappelait à chaque aurore pourquoi elle devait se lever et travailler encore et encore, sans jamais s'arrêter. Leur mère était morte 2 ans plus tôt. Une maladie silencieuse, rapide, qui ne leur avait laissé aucun temps pour se préparer. Leur père, lui, avait disparu bien avant cela. Pas mort. Juste parti. Un matin il était là, le soir suivant il n'était plus là, et personne dans le quartier n'avait jamais su exactement où il était allé ni pourquoi. Aminata avait appris à ne plus y penser. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même. Il faut comprendre ce que signifiait réellement la vie d'Aminata avant que tout cela n'arrive. Il ne suffit pas de dire qu'elle était pauvre. La pauvreté est un mot trop court pour contenir ce qu'elle vivait. C'est un mot qui fait penser à un manque, à une absence, comme si la vie ordinaire avait simplement été diminuée d'une partie. Mais la réalité d'Aminata était plus complexe que cela. C'était une vie construite entièrement sur l'instabilité, sur l'incertitude de savoir si demain les choses seraient encore supportables, sur cette fatigue particulière qui ne vient pas du travail mais de devoir penser à tout en permanence parce que personne d'autre ne pense à votre place. Elle calculait tout. Elle calculait le prix de l'huile pour ses beignets contre ce que lui rapporterait la vente de la journée. Elle calculait le coût des médicaments de Kofi contre ce qui resterait pour manger. Elle calculait le nombre de jours avant que ses sandales cèdent définitivement contre le temps qu'il lui faudrait pour économiser assez pour en acheter de nouvelles. Ces calculs-là, elle les faisait en marchant, en pétrissant la pâte, en attendant les clients. Ils étaient si constants dans sa tête qu'elle ne les remarquait plus vraiment, comme on ne remarque plus le bruit de la pluie sur un toit quand on y vit depuis longtemps. Elle n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y avait eu une époque, avant la mort de leur mère, où les choses étaient difficiles mais pas désespérées. Leur mère travaillait dans un petit atelier de couture, et bien que l'argent fût toujours rare, il y avait une stabilité, une base, un endroit fixe d'où regarder le monde. C'est quand cette base avait disparu qu'Aminata avait compris ce que signifiait vraiment la vulnérabilité. Non pas le manque de confort, mais le manque de sol sous les pieds. Elle avait tout essayé avant les beignets. Elle avait essayé de vendre des légumes au marché. Elle avait essayé de travailler comme aide ménagère dans plusieurs maisons. Une fois elle avait failli obtenir un poste dans une boutique de vêtements, mais la patronne avait changé d'avis au dernier moment, sans explication. Elle avait fini par revenir à la recette de sa mère, ces beignets que leur mère préparait pour les grandes occasions, et elle avait décidé d'en faire sa source de revenus principale. Ce n'était pas un choix romantique. C'était le seul choix qui lui restait. Elle s'installait chaque matin devant le grand centre commercial du quartier de Bonapriso, à Douala. Un bâtiment immense, tout en verre et en béton, avec des façades brillantes qui reflétaient le soleil comme un miroir géant. Il y avait des boutiques de vêtements, des bijouteries, des restaurants climatisés, un cinéma au dernier étage, et tout autour une foule de gens bien habillés qui entraient et sortaient avec des sacs en papier glacé portant des logos dorés. C'était un autre monde. Un monde à quelques mètres du sien, mais séparé de lui par une distance que l'argent seul pouvait franchir. Aminata, elle, restait de ce côté-ci de la frontière invisible. Elle posait sa grande bassine en émail blanc, remplie de beignets dorés et fumants, sur un petit tabouret en bois qu'elle transportait chaque matin sur sa tête depuis chez elle. Kofi était attaché dans son dos avec un grand pagne coloré, les yeux mi-clos, la respiration un peu sifflante.
Elle arrangeait ses beignets avec soin, disposait ses petits sachets d'épices sur le côté, et attendait les premiers clients de la journée. Les clients venaient, oui. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Il y avait des femmes qui arrivaient en voiture climatisée, qui descendaient avec leurs talons hauts et leurs parfums importés, qui achetaient 2 ou 3 beignets qu'elles ne mangeaient pas vraiment. Elle les prenait, les regardait, en prenait une bouchée parfois, puis les jetait dans la poubelle à 2 pas de là avec une grimace. Pas parce que les beignets n'étaient pas bons. Les beignets d'Aminata étaient excellents, tout le monde dans le quartier le savait. Mais parce que manger un beignet acheté à une petite vendeuse de rue n'était pas quelque chose que ces femmes-là pouvaient s'autoriser devant les autres. Cela ne se faisait pas. Cela ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait donner. Certaines d'entre elles ricanaient en s'éloignant. Elles chuchotaient entre elles en regardant Aminata par-dessus leurs épaules. Elles se pinçaient le nez de manière exagérée en évoquant cette odeur d'huile qui imprégnait ses habits, ses cheveux, sa peau. Aminata entendait tout. Elle ne répondait jamais. Elle baissait les yeux, recomptait sa monnaie, réajustait le pagne qui maintenait Kofi contre son dos, et elle continuait. Les agents de sécurité du centre commercial étaient encore pires que les clientes. 2 hommes en uniforme bleu marine, avec des matraques à la ceinture et des mines de chefs de guerre, qui passaient régulièrement pour lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Que le trottoir devant le centre commercial était propriété privée. Que si elle ne partait pas d'elle-même, il la ferait partir autrement. Il le faisait toujours devant le maximum de monde possible, à voix haute, avec des gestes théâtraux, comme si humilier Aminata était une tâche officielle inscrite dans leur contrat de travail. Il y avait un de ses agents, le plus grand, celui qui s'appelait Bruno, qui prenait un plaisir visible à ces moments-là. Il renversait parfois sa bassine avec le pied, lentement, exprès, en maintenant un contact visuel avec elle pendant qu'il le faisait. Comme pour lui dire « Fais quelque chose. Ose faire quelque chose ». Aminata ramassait ses beignets tombés sur le sol sans dire un mot. Elle les jetait elle-même à la poubelle, les beignets qui tombaient, et elle recommençait. Elle recommençait toujours. Mais voilà ce que Bruno et les femmes aux parfums importés ne savaient pas. Ce que personne ne savait. Chaque soir, quand les derniers clients rentraient chez eux et que le centre commercial fermait ses grandes portes en verre, Aminata restait assise sur son tabouret et elle regardait. Elle regardait pendant des heures. Elle avait commencé à faire ça presque sans s'en rendre compte, par habitude, par fatigue aussi, parce qu'elle n'avait pas toujours l'énergie de rentrer immédiatement. Mais avec le temps, cette habitude était devenue autre chose. Une étude. Une observation minutieuse, patiente, silencieuse. Ce qu'elle avait développé au fil des mois devant le centre commercial, cette capacité d'observation silencieuse, n'était pas quelque chose qu'elle avait décidé de cultiver. C'est l'immobilité qui la lui avait donnée. Quand on ne peut pas se déplacer beaucoup, quand on est assigné à un endroit par la nécessité, on finit par regarder cet endroit avec une intensité que les gens qui passent ne peuvent pas avoir. Les passants voient la surface. Ceux qui restent voient la profondeur. Elle regardait quelle boutique avait beaucoup de clients le matin et peu le soir. Elle regardait lesquels avaient peu de clients le matin mais se remplissaient à partir de 18 heures. Elle notait mentalement les jours de la semaine où les allées du centre commercial étaient bondées et ceux où elles étaient presque vides. Elle observait les commerçants, leurs visages tendus ou sereins, leur façon de saluer les clients ou de les ignorer. Elle voyait les prix affichés en vitrine changer d'une semaine à l'autre, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, dans une logique que personne n'expliquait. Elle avait vu des choses que personne d'autre n'avait remarquées. Elle avait vu qu'un certain commerçant du premier étage recevait ses livraisons toujours en retard, ce qui créait des ruptures de stock à des moments précis de la semaine. Elle avait vu qu'une boutique de vêtements pour enfants tournait beaucoup mieux les mercredis après-midi et les samedis matins, 2 moments où les mères avaient du temps libre. Elle avait vu que le café à l'entrée faisait le plein le matin mais était vide l'après-midi, alors qu'il restait ouvert avec le même personnel et les mêmes coûts pendant toute la journée. Elle avait vu des dizaines de petites inefficacités que les propriétaires des boutiques, trop occupés à l'intérieur, ne pouvaient pas percevoir de là où ils étaient. Et progressivement, Aminata avait compris quelque chose d'important. Quelque chose que les propriétaires des boutiques eux-mêmes semblaient ne pas avoir vu, ou refusaient de voir. Le centre commercial était en train de mourir. Pas brutalement. Pas avec fracas. Mais lentement, sûrement, comme une plante dont les racines pourrissent en dessous du sol pendant que la tige paraît encore verte. Les boutiques du rez-de-chaussée tenaient encore. Mais au premier étage, 3 enseignes avaient fermé en 6 mois. Au deuxième étage, 2 autres. Le restaurant du coin avait baissé ses prix 2 fois en 3 semaines. Le cinéma ne jouait plus que 2 films par semaine au lieu de 5. Les agents de sécurité, eux, n'avaient rien remarqué. Les clientes aux talons hauts,
elle, ne regardait pas ce genre de choses. Aminata, elle, avait tout vu. Ce matin-là était un mardi. Le ciel de Douala était lourd, chargé de nuages gris qui menaçaient depuis l'aube. L'air était épais, humide, collant comme une étoffe mouillée posée sur les épaules. Aminata avait eu du mal à réveiller Kofi ce matin-là. Il avait toussé longtemps avant de pouvoir s'asseoir, son petit visage crispé par l'effort. Elle lui avait donné à manger, un bol de bouillie qu'elle avait fait avec les restes de la veille, et elle l'avait attaché dans son dos avec précaution en faisant attention à ne pas comprimer sa poitrine. Puis elle était partie. Elle avait à peine eu le temps de poser sa bassine que Bruno était déjà là, avec son uniforme trop propre et ses yeux de quelqu'un qui cherche un prétexte. Il lui avait dit de dégager. Il lui avait dit que le directeur avait donné des nouvelles instructions. Il avait parlé fort, les bras écartés, comme pour occuper davantage d'espace. 3 femmes qui passaient s'étaient arrêtées pour regarder. Aminata avait ramassé sa bassine, s'était déplacée de 5 mètres, et s'était réinstallée sans dire un mot. Bruno avait ricané dans son dos. La matinée s'était écoulée lentement. Les clients étaient rares ce jour-là, comme si le ciel lourd avait découragé tout le monde de sortir de chez soi. Aminata avait vendu quelques beignets. Pas assez. Elle avait calculé rapidement dans sa tête le bénéfice de la journée et elle avait senti son estomac se serrer. Ce n'était pas suffisant pour payer les médicaments de Kofi et les achats pour refaire sa pâte le lendemain. Il allait falloir choisir. Encore une fois. C'est à ce moment précis que l'homme s'était effondré. Il était grand, vieux, bien habillé. Un costume gris clair, des chaussures en cuir véritable, une montre au poignet qui brillait discrètement. Il n'avait rien d'exceptionnel à première vue, rien qui attire particulièrement l'attention dans la foule du matin. Il marchait lentement vers l'entrée du centre commercial, avec une canne qu'il tenait dans la main droite, et puis tout d'un coup ses jambes avaient cédé. Il n'était pas tombé violemment. Il avait glissé, doucement, comme un bâtiment qui s'affaisse sur lui-même, et il s'était retrouvé allongé sur le trottoir, sa canne roulant quelques mètres plus loin. Les gens s'étaient arrêtés. Il y en avait beaucoup. Des dizaines de personnes à portée de main. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et ils avaient tous fait la même chose. Ils avaient sorti leur téléphone. Certains filmaient, certains prenaient des photos, certains commentaient déjà à voix basse pendant que l'homme était encore par terre, les yeux mi-ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Un cercle s'était formé autour de lui, une dizaine de personnes, 20 peut-être, tous avec leurs écrans levés, tous en train de capturer l'image. Personne ne s'était penché. Personne n'avait bougé autrement que pour mieux cadrer. Bruno, l'agent de sécurité, se tenait à l'entrée et regardait la scène de loin. Il n'avait pas bougé non plus. Aminata avait vu tout cela en une fraction de seconde. Elle avait vu l'homme tomber. Elle avait vu les téléphones se lever. Et quelque chose en elle, quelque chose de profond et d'instinctif, s'était rebellé contre cette image avec une force qu'elle n'avait pas eu à analyser. Elle avait posé sa bassine par terre, rapidement, sans hésiter. Kofi dans son dos avait remué, surpris par le mouvement brusque. Elle avait traversé le cercle de badauds en jouant des coudes, doucement mais fermement, et elle s'était agenouillée à côté du vieil homme. Il respirait encore. Son regard l'avait trouvé. Des yeux marron foncé, encore vifs malgré l'épuisement visible, des yeux qui exprimaient quelque chose qu'Aminata avait reconnu immédiatement parce qu'elle le connaissait bien. La peur d'être seule dans un moment où on a besoin de quelqu'un. Elle lui avait parlé doucement. Elle lui avait dit qu'elle était là. Elle lui avait demandé s'il pouvait bouger. Il avait hoché la tête, faiblement. Elle avait regardé autour d'elle, cherchant une aide qui ne venait pas. Puis elle avait regardé vers le parking, à 20 mètres de là, et elle avait vu une voiture avec les clés encore dans la portière. Une de ces voitures qu'on laisse parfois le moteur allumé le temps d'une course rapide. La voiture n'était pas à elle. Mais l'homme par terre avait besoin d'aide maintenant, pas dans 10 minutes, pas le temps que quelqu'un daigne appeler une ambulance et qu'elle arrive. Aminata avait aidé le vieil homme à se relever, lentement, en plaçant son bras autour de ses propres épaules, en prenant une partie de son poids malgré Kofi toujours attaché dans son dos. Elle avait marché jusqu'à la voiture, l'avait installée à l'arrière avec précaution, avait refermé la portière, et elle était montée au volant. Elle savait conduire. Très vaguement. Elle avait appris avec un oncle qui lui avait donné quelques leçons informelles des années plus tôt. Elle n'avait pas de permis. Elle n'avait jamais conduit seule. Mais elle avait démarré quand même, lentement, les mains serrées sur le volant, la sueur froide sur le front, Kofi qui tout sautait dans son dos, et elle avait rejoint la route principale en direction de l'hôpital le plus proche. Personne dans le cercle de badauds ne l'avait aidée.
Quelqu'un avait crié quelque chose dans son dos pendant qu'elle conduisait, mais elle n'avait pas bien entendu quoi. Elle n'avait pas regardé en arrière. À l'hôpital, les infirmières avaient pris en charge le vieil homme rapidement. Aminata était restée dans la salle d'attente, Kofi toujours dans son dos, en attendant des nouvelles. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle restait. L'homme était entre de bonnes mains. Elle aurait pu repartir. Elle aurait dû repartir. Elle avait laissé sa bassine de beignets sur le trottoir, sans surveillance. Elle avait des médicaments à acheter. Elle avait un frère malade à nourrir. Mais elle était restée quand même. Une infirmière était venue la voir au bout d'une heure. Elle lui avait dit que le vieil homme avait eu un malaise cardiaque léger, que son état était stable, qu'il allait s'en sortir. Puis elle avait ajouté, avec un sourire reconnaissant, que si Aminata ne l'avait pas amené aussi vite, les choses auraient pu se terminer très différemment. Aminata avait hoché la tête. Elle avait demandé comment il s'appelait. L'infirmière avait hésité, puis elle avait dit simplement « Monsieur Emmanuel ». Puis elle était retournée à son travail. Aminata était repartie à pied jusqu'au centre commercial. Sa bassine était encore là, miracle, personne ne l'avait touchée. Elle avait recommencé à vendre ses beignets, comme si de rien n'était, sous un soleil qui sortait maintenant des nuages avec une intensité vengeresse. Kofi s'était endormi dans son dos. Le soir, elle avait compté ses pièces et elle avait acheté les médicaments. Pas de nourriture pour elle ce soir-là. Juste les médicaments. Elle n'avait plus pensé à Monsieur Emmanuel. Elle avait d'autres choses à penser. Mais Monsieur Emmanuel, lui, avait pensé à elle. 3 jours plus tard, une voiture s'était arrêtée devant son emplacement habituel. Pas une voiture ordinaire. Une grande berline noire aux vitres teintées, propre comme un miroir, avec un chauffeur en costume qui était descendu et avait demandé s'il y avait bien ici une jeune femme qui vendait des beignets avec un bébé dans le dos. Les gens autour avaient regardé Aminata. Le chauffeur s'était approché. Il lui avait remis une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, sur du beau papier, avec une écriture tremblotante mais lisible. La lettre disait simplement « Je voudrais vous voir. Si vous acceptez, la voiture reviendra vous chercher demain matin à 7 heures. Je serai à la clinique sur le boulevard du Wouri. Merci pour ce que vous avez fait. » Aminata avait lu la lettre 3 fois. Elle avait regardé l'enveloppe, qui contenait aussi une petite somme d'argent, juste assez pour payer une journée complète de médicaments et un repas chaud. Elle avait réfléchi. Elle n'avait pas confiance, pas au départ. Les gens riches qui voulaient vous voir après un service rendu pouvaient avoir toutes sortes d'intentions. Mais quelque chose dans cette lettre, dans la simplicité des mots, dans le papier utilisé, dans l'écriture tremblotante qui ne cherchait pas à impressionner, lui avait inspiré quelque chose de différent. Elle avait replié la lettre et l'avait mise dans la poche de son tablier. La voiture était revenue le lendemain à 7 heures exactement. La clinique était grande, calme, avec des couloirs qui sentaient les médicaments et la propreté, des infirmières qui parlaient à voix basse et marchaient vite. On l'avait conduite jusqu'à une chambre au bout d'un couloir, une chambre simple, sans extravagance, avec une fenêtre qui donnait sur un jardin. Monsieur Emmanuel était assis dans son lit, adossé à plusieurs oreillers, les yeux ouverts et le teint un peu mieux qu'au moment où elle l'avait laissé. Il était plus vieux qu'elle ne l'avait imaginé. 75 ans peut-être, peut-être plus. Il avait les cheveux blancs, les mains marquées par les années, et un regard d'une profondeur que les gens n'acquièrent qu'après avoir beaucoup vécu. Il l'avait regardé entrer. Il avait regardé Kofi dans son dos. Et son visage s'était ouvert d'une façon qu'Aminata ne s'était pas attendue. Pas un sourire poli. Une expression de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Il lui avait dit de s'asseoir. Elle s'était assise. Ils avaient parlé longtemps. Monsieur Emmanuel lui avait posé des questions sur elle, sur sa vie, sur Kofi. Des questions simples, sans curiosité malsaine, sans condescendance. La façon dont on parle à quelqu'un qu'on respecte vraiment. Aminata avait répondu honnêtement, sans chercher à rendre sa situation plus dramatique ni à la minimiser. Elle lui avait parlé de sa mère, de ses journées devant le centre commercial, de Kofi et de ses médicaments. Elle lui avait parlé de ce qu'elle observait chaque soir, des boutiques qui fermaient, des allées qui se vidaient, de ce qu'elle avait compris et que personne d'autre ne semblait voir. Monsieur Emmanuel s'était redressé légèrement dans son lit quand elle avait commencé à parler de ça. Il l'avait écoutée sans l'interrompre, avec une attention que les gens réservent normalement aux experts payés très cher. Quand elle avait terminé, il avait gardé le silence un moment. Puis il lui avait dit « Vous voyez les choses ». Elle n'avait pas su quoi répondre à ça. Elle avait juste hoché la tête.
C'est à cette visite seulement qu'Aminata avait compris qui était vraiment Monsieur Emmanuel. Pas parce qu'il lui avait dit lui-même, mais parce que pendant qu'il parlait, une femme était entrée dans la chambre sans frapper, une femme d'une 50aine d'années, bien habillée, avec une expression qui n'avait rien de filial dans ce qu'elle dégageait. Elle avait regardé Aminata avec des yeux qui évaluaient rapidement la menace. Puis elle avait souri, de ce sourire qui n'arrive pas aux yeux, et elle avait dit à Monsieur Emmanuel, d'une voix trop douce, « Papa, l'avocat peut venir cet après-midi pour les documents. Tu te souviens qu'on avait parlé de ça ?» Monsieur Emmanuel avait répondu que ça pouvait attendre. La femme avait insisté une fois, 2 fois, avec des mots enveloppés dans du coton mais qui contenaient de l'acier en dessous. Puis elle avait regardé Aminata à nouveau et elle avait demandé qui elle était, sur ce ton particulier que les gens riches utilisent pour poser des questions dont ils connaissent déjà la réponse. Monsieur Emmanuel avait dit simplement que c'était quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. La femme avait encore souri. Elle était repartie. Aminata avait senti quelque chose changer dans l'air de la chambre après que la femme fût sortie. Quelque chose se resserrait. Elle avait regardé Monsieur Emmanuel et elle avait vu sur son visage une fatigue différente de celle de la maladie. Une fatigue plus ancienne. Il avait croisé son regard et il lui avait dit, très doucement, d'une voix qui n'était plus celle qu'il utilisait depuis le début de leur conversation. « Ce que vous avez fait pour moi sur ce trottoir, je ne l'oublierai pas. » Elle était repartie sans savoir vraiment ce que cela signifiait. Les semaines qui suivirent furent les mêmes pour Aminata. Le soleil, les beignets, la pluie parfois, les femmes au parfum, Bruno et ses humiliations quotidiennes. Kofi avait un peu mieux, les médicaments commençaient à faire leur effet, il toussait moins le matin. C'était la seule vraie bonne nouvelle dans une vie qui n'en avait pas beaucoup en ce moment. Elle continuait à observer le centre commercial chaque soir. Elle voyait le mouvement ralentir encore davantage. Une nouvelle boutique avait baissé le rideau au 2e étage. Le restaurant avait changé de menu une 3e fois, signe d'une direction désespérée qui cherchait à tout essayer sans vraiment comprendre le problème. Elle voyait aussi autre chose désormais, des hommes en costume qu'elle n'avait jamais vus auparavant, qui entraient et sortaient avec des dossiers sous le bras, qui prenaient des photos de l'intérieur, qui parlaient entre eux avec des mines de gens en train d'évaluer la valeur d'une carcasse. Le centre commercial était en vente. Ou quelque chose d'équivalent se préparait. Aminata ne savait pas encore comment elle le savait. Elle le savait, c'est tout. Un matin, 2 mois exactement après la première visite à la clinique, la berline noire s'était à nouveau arrêtée devant elle. Cette fois, il n'y avait pas de lettre. Le chauffeur lui avait simplement dit que Monsieur Emmanuel souhaitait la voir. Urgent. Aminata avait regardé sa bassine, avait demandé à une voisine vendeuse de la surveiller, et elle était montée dans la voiture. Ce n'était plus la clinique, cette fois. C'était une maison. Une grande maison dans un quartier calme de Douala, avec un jardin intérieur et des muraux. Monsieur Emmanuel l'attendait dans un salon simple, assis dans un fauteuil, encore plus maigre qu'à la clinique, mais avec ce même regard vif que la maladie ne semblait pas vouloir éteindre. Il y avait un homme à côté de lui, un homme mince d'une 60aine d'années avec des lunettes et une chemise blanche, qui tenait une chemise cartonnée remplie de documents. Monsieur Emmanuel lui avait dit de s'asseoir. Puis il lui avait dit des choses. Il lui avait dit qu'il était le propriétaire du centre commercial devant lequel elle vendait ses beignets depuis 3 ans. Qu'il avait fondé ce centre il y avait 20 ans avec sa femme, qui était morte depuis 5 ans. Que ses enfants, depuis la mort de leur mère, avaient commencé à se disputer sa succession alors qu'il était encore vivant, à essayer de le faire déclarer incapable par un médecin, à falsifier des témoignages, à préparer des documents juridiques qu'il n'avait jamais demandés. Il avait dit tout cela d'une voix calme, sans amertume visible, avec juste cette fatigue derrière les yeux. Il lui avait dit qu'il avait passé les 2 derniers mois à faire certaines choses. Des choses importantes. Et qu'il voulait lui expliquer pourquoi. Il avait dit, le jour où je suis tombé sur ce trottoir, il y avait peut-être 40 personnes autour de moi. Peut-être plus. Mes propres employés de sécurité étaient à 10 mètres. Personne n'a bougé. Personne. Et vous, qui n'aviez rien, qui aviez votre propre misère à porter et un enfant malade dans le dos, vous avez tout abandonné pour m'aider. Sans me connaître. Sans savoir ce que ça vous rapporterait. Il avait fait une pause. Puis il avait ajouté, les choses que vous m'avez dites sur le centre commercial, sur ce que vous y avez vu, sur ce que vous avez compris, j'ai fait vérifier tout cela. Vous avez raison sur tout. L'homme aux lunettes avait ouvert sa chemise cartonnée à ce moment-là. Il y avait dedans des documents, beaucoup de documents. Des actes notariés. Des dispositions testamentaires. Des transferts de propriété. L'homme aux lunettes était avocat. Il avait expliqué à Aminata,
avec des mots simples qu'il avait visiblement préparés pour elle, ce que ces documents contenaient. Monsieur Emmanuel avait rédigé un testament. Dans ce testament, une clause particulière, dont la mise en application avait déjà été enclenchée, transférait à Aminata une part significative du centre commercial. Pas la totalité, mais assez pour qu'elle soit copropriétaire majoritaire. Assez pour que son vote soit décisif dans toutes les décisions importantes. Assez pour qu'aucun des enfants de Monsieur Emmanuel ne puisse faire quoi que ce soit sans son accord. Aminata avait regardé les documents pendant longtemps sans parler. Puis elle avait regardé Monsieur Emmanuel. Elle lui avait dit qu'elle ne savait pas gérer un centre commercial. Il lui avait répondu qu'elle savait déjà voir ce que personne d'autre ne voyait, et que c'était la compétence la plus rare. Il lui avait dit que l'avocat serait là pour l'accompagner, que ses comptes seraient mis en ordre, qu'une formation serait organisée, que tout serait prévu. Mais que la vision, la vraie vision, elle l'avait déjà. Elle avait demandé pourquoi il lui faisait confiance à ce point. Il avait souri pour la première fois depuis le début de leur conversation, un vrai sourire, avec les yeux. Il lui avait dit « Parce que vous avez aidé un inconnu alors que tout le monde filmait. » La confiance, ça ne se mesure pas avec des diplômes. Aminata était rentrée chez elle ce soir-là sans avoir vendu un seul beignet. Elle avait regardé Kofi dormir dans leur petite chambre. Elle avait tenu les copies des documents que l'avocat lui avait remises. Et elle avait pleuré longtemps, doucement, sans bruit, des larmes qui n'étaient pas de tristesse mais de quelque chose qu'elle n'avait pas de mots pour nommer exactement. Un mélange de soulagement, de peur, d'incrédulité et de cette reconnaissance profonde que ressent quelqu'un à qui la vie, après une longue période de cruauté silencieuse, tend la main. Elle avait passé les premières nuits après cette révélation à écrire. Pas avec un logiciel, pas sur un ordinateur. Avec un cahier et un stylo, à la lumière d'une lampe, pendant que Kofi dormait. Elle écrivait tout ce qu'elle avait observé. Toutes ses analyses, toutes ses intuitions, toutes les choses qu'elle avait vues de son tabouret pendant 3 ans. Elle remplissait les pages avec des listes, des questions, des idées à peine formées qu'elle essayait de clarifier en les écrivant. Ce cahier devint son plan de travail. Sa feuille de route. L'avocat, quand elle lui montra ce cahier lors d'une de leurs réunions, eut une expression qu'elle mit du temps à déchiffrer. Ce n'était pas de la surprise. C'était de l'admiration. Monsieur Emmanuel était mort 9 jours plus tard. Paisiblement, dans son sommeil, dans sa maison avec le jardin. L'avocat avait appelé Aminata le matin même. Puis les événements s'étaient mis en marche très rapidement, avec cette logique impitoyable des successions riches qui ressemble à une guerre froide conduite avec des stylos et des tampons notariaux. Les enfants de Monsieur Emmanuel avaient appris l'existence du testament le jour même. Ils avaient aussi appris l'existence d'Aminata. La femme qu'Aminata avait vue à la clinique, celle qui avait demandé qui elle était avec ce sourire qui n'arrivait pas aux yeux, avait appelé l'avocat. Plusieurs fois. De plus en plus fort à chaque appel. Un des fils avait envoyé quelqu'un chez Aminata, un homme poli mais avec un message clair. Il y avait des arrangements possibles, des compensations financières raisonnables, si Aminata acceptait de renoncer à ce que le testament lui accordait. Aminata avait écouté l'homme. Elle l'avait remercié d'être venu. Elle lui avait dit de transmettre son refus. L'avocat de Monsieur Emmanuel avait protégé les documents. Tout avait été préparé longtemps à l'avance, avec une précision que la famille n'avait pas anticipée, parce qu'ils avaient sous-estimé la clarté d'esprit d'un homme qu'ils essayaient depuis des mois de faire passer pour sénile. Les tentatives juridiques des enfants avaient commencé, mais elles avaient buté contre un mur de documents parfaitement en ordre, contre des témoignages que Monsieur Emmanuel avait lui-même recueillis et certifiés, contre une préparation qui témoignait d'une intelligence et d'une lucidité que les tribunaux ne pouvaient pas ignorer. Pendant ce temps, Aminata continuait à se préparer. L'avocat l'accompagnait plusieurs fois par semaine. Elle posait des questions sur tout. Elle lisait les documents plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle les comprenne vraiment. Elle visitait le centre commercial le soir, différemment maintenant, avec un regard nouveau, en sachant ce qu'elle cherchait. Elle avait aussi rencontré le directeur général, un homme nommé Serge, celui-là même qui donnait les instructions à Bruno pour la chasser chaque matin. La rencontre avait été étrange. Serge ne savait pas encore vraiment ce qui se passait légalement, mais il avait entendu des rumeurs. Il l'avait reçue avec une politesse froide et professionnelle qui était exactement le contraire de ce qu'elle avait connu de lui indirectement pendant des années. Le jour de la grande réunion avait été fixé par l'avocat. Une réunion à laquelle devaient être convoqués tous les commerçants du centre commercial, les représentants de la famille, le directeur, et les différents acteurs impliqués dans la gestion courante de l'établissement. La salle avait été réservée dans le grand hall du centre commercial lui-même,
comme si monsieur Emmanuel, même absent, avait voulu que les choses se passent là, dans ce bâtiment qu'il avait construit avec sa femme 20 ans plus tôt. Ce matin-là, Aminata s'était levée très tôt. Elle avait baillé Kofi, lui avait donné son médicament, lui avait préparé à manger. Puis elle s'était habillée. Pas de manière extravagante. Elle ne possédait pas de vêtements extravagants. Elle avait mis sa robe la plus propre, une robe vert foncé que sa mère lui avait donnée avant de mourir, et ses sandales usées, les mêmes sandales qu'elle portait pour vendre ses beignets. Elle avait regardé ses pieds un moment. Elle aurait pu acheter de nouvelles sandales. Elle en avait maintenant les moyens, avec l'argent que l'avocat lui avait avancé. Mais elle avait décidé de garder les vieilles sandales. Délibérément. Sans trop savoir pourquoi sur le moment. Kofi était chez une voisine de confiance ce matin-là. Aminata était arrivée au centre commercial à pied, comme elle le faisait chaque matin depuis 3 ans, par le même chemin, en passant devant la même rangée de maisons. Mais elle ne portait pas de bassine sur la tête. Elle n'avait pas de beignets à vendre. Elle avait juste une petite pochette avec les documents que l'avocat lui avait donnés. L'entrée du centre commercial était différente ce matin-là. Les grandes portes en verre étaient ouvertes, comme d'habitude, mais il y avait une tension dans l'air, quelque chose que les gens présents dans les allées semblaient sentir sans pouvoir le nommer. Des groupes de commerçants parlaient à voix basse. Des employés regardaient vers la salle de réunion avec des mines soucieuses. Aminata avait traversé le hall. Elle avait croisé Bruno. Il l'avait reconnu. Son visage avait fait quelque chose de compliqué, une série d'expressions rapides, la surprise d'abord, puis la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à du trouble. Il avait ouvert la bouche, la refermée, et il n'avait rien dit. Aminata n'avait pas ralenti. Elle était entrée dans la salle de réunion. La salle était pleine. Des dizaines de personnes, assises dans des chaises disposées en arc de cercle autour d'une grande table centrale. Les commerçants du centre, avec leurs visages fermés d'hommes et de femmes qui savent que quelque chose va changer mais ne savent pas exactement quoi. Les représentants de la famille, assis ensemble, la femme à la clinique au centre du groupe, avec autour d'elle 2 hommes qui avaient le même visage qu'elle, cette façon de tenir leur mâchoire serrée qui dit qu'on est déterminé à ne rien céder. Serge, le directeur, debout près du mur, avec l'air de quelqu'un qui voudrait être n'importe où ailleurs. L'avocat, à la table centrale, avec ses documents. Quand Aminata était entrée, plusieurs personnes s'étaient retournées. La femme à la clinique avait posé les yeux sur elle et sa mâchoire s'était serrée davantage. Serge avait eu l'air de quelqu'un qui reçoit une confirmation qu'il ne voulait pas recevoir. Quelques commerçants qu'Aminata ne connaissait pas s'étaient regardés entre eux avec des sourcils levés, se demandant manifestement qui était cette jeune femme en robe verte et sandales usées. Aminata avait pris la chaise que l'avocat lui indiquait, à la table centrale, à sa droite. L'avocat avait attendu que le silence se fasse. Puis il avait parlé. Il avait d'abord évoqué monsieur Emmanuel, sa vie, son œuvre, le centre commercial qu'il avait fondé et développé pendant 2 décennies. Il avait parlé avec des mots mesurés, précis, qui ne cherchaient pas l'émotion mais l'informaient quand même par leur honnêteté. Puis il avait ouvert sa chemise cartonnée et il avait commencé à lire les dispositions du testament. La salle avait écouté. D'abord avec cette attention polie que les gens ont quand ils savent que les choses importantes arrivent mais qu'elles n'arrivent pas encore. Puis de plus en plus tendue, à mesure que les mots de l'avocat devenaient plus précis. La famille avait reçu certaines choses. Des biens immobiliers dans d'autres quartiers. Des comptes bancaires. Des parts minoritaires dans d'autres entreprises. Ce n'était pas rien. Mais ce n'était pas le centre commercial. Et puis l'avocat avait dit le nom d'Aminata. Il avait expliqué en termes simples et absolument clairs ce que le testament accordait. La part majoritaire. Le droit de vote prépondérant. La codirection effective de l'établissement. Il avait dit que cette disposition avait été rédigée 5 semaines avant la mort de monsieur Emmanuel, en pleine conscience, devant 2 témoins et un notaire, et qu'elle était irréfutable en droit. Le silence qui avait suivi cette annonce était d'une qualité particulière. Ce n'était pas le silence des gens qui n'ont rien à dire. C'était le silence des gens qui ont trop de choses à dire mais dont aucune ne peut sortir, parce que les mots ne sont pas encore disponibles pour contenir la magnitude de ce qui vient d'arriver. Un silence écrasé, comprimé, qui pesait sur la pièce comme de l'eau à grande profondeur. La femme qui avait rendu visite à son père à la clinique s'était levée. Elle avait commencé à parler, à voix haute, avec des mots qui n'étaient pas polis. L'avocat l'avait laissé parler un moment, puis il avait montré les documents, un par un, avec le calme de quelqu'un qui a prévu exactement ce moment et qui s'y était préparé depuis des semaines. Chaque contestation avait sa réponse dans un papier.
Chaque argument avait son contre-argument dans un autre papier. La femme avait continué un moment, puis elle s'était rassise, pas parce qu'elle avait abandonné, mais parce qu'elle avait compris que ce combat-là ne se gagnerait pas aujourd'hui, dans cette salle. Serge regardait Aminata. Il la regardait différemment de la façon dont on regarde quelqu'un qu'on a l'habitude de chasser. Il la regardait avec ce mélange de recalibration et d'embarras de quelqu'un qui doit soudainement reconsidérer toutes les catégories dans lesquelles il avait rangé le monde. Bruno était entré dans la salle discrètement, en retard, et s'était positionné le long du mur. En voyant Aminata à la table centrale, il avait baissé lentement les yeux vers le sol. Il les y avait gardés. L'avocat avait fini de lire. Il s'était tourné vers Aminata et lui avait donné la parole, simplement, avec un geste de la main. Aminata s'était levée. Elle n'avait pas préparé un discours. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire. Mais elle savait ce qu'elle ressentait, et elle avait appris depuis longtemps à transformer ce qu'elle ressentait en mots directs, sans ornement, parce que les ornements lui avaient toujours semblé être un luxe pour ceux qui avaient du temps à perdre. Elle avait regardé la salle. Elle avait regardé les commerçants, les représentants de la famille, Serge, Bruno. Elle les avait regardés tous, longuement, sans se presser. Et elle avait dit « Pendant 3 ans, je me suis assise devant ce bâtiment tous les matins. J'ai vendu mes beignets sous la pluie et sous le soleil. On me chassait. On se moquait de moi. On me regardait comme quelqu'un qui n'est rien, parce que je n'avais pas d'argent et que ça se voyait. Mais moi, pendant qu'on me chassait, je regardais. Je regardais et j'apprenais. Et j'ai compris des choses sur ce centre commercial que vous n'avez pas vu, vous qui travaillez ici depuis des années. Je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis venu parce qu'un homme bon m'a fait confiance. Et maintenant j'ai une responsabilité envers ce qu'il a construit. Je ne suis pas venu pour me venger de qui que ce soit. Mais je suis venu pour travailler. Et le travail commence maintenant. Elle avait fait une pause. Puis elle avait dit, d'une voix encore plus calme. Vous me regardiez comme une pauvre devant vos vitrines. Maintenant, c'est moi qui décide quelle vitrine reste ouverte. La salle était restée silencieuse encore longtemps après qu'elle eut fini de parler. Les semaines suivantes furent intenses. Aminata n'abandonna pas ses beignets immédiatement. Elle avait besoin de cette continuité, de ce lien avec ce qu'elle avait été, pour ne pas perdre pied dans ce nouveau monde qu'elle était en train d'entrer. Mais elle ne vendait plus sur le trottoir. Elle avait ouvert un espace dans le centre commercial lui-même, une petite échoppe au rez-de-chaussée, dans un coin qui était vacant depuis plusieurs mois. Elle y vendait ses beignets. Les mêmes beignets, exactement les mêmes, avec la même recette que sa mère lui avait apprise. Mais dans un cadre propre, aménagé simplement, avec un petit panneau fait à la main. Aminata travailla avec l'avocat et avec un cabinet de conseil pour analyser la situation réelle du centre commercial. Les chiffres confirmèrent ce qu'elle avait vu de l'extérieur pendant 3 ans. Le bâtiment souffrait d'une mauvaise gestion des espaces, d'une politique tarifaire déconnectée de la réalité du quartier, d'un manque total de communication avec la clientèle locale. Les boutiques du premier et du deuxième étage avaient des loyers trop élevés pour ce que le centre commercial leur offrait réellement en termes de flux de clients. Il y avait des solutions. Il y en avait plusieurs, et elles n'étaient pas toutes coûteuses. Elle commença par réduire les loyers des petits commerçants du premier étage, de manière significative, en contrepartie d'engagements concrets sur la qualité des produits et les horaires d'ouverture. Elle remplaça 2 des espaces vides du deuxième étage par des activités ouvertes aux enfants le week-end, parce qu'elle avait observé que les familles avec enfants n'avaient nulle part où aller dans ce quartier le samedi et le dimanche. Elle ouvrit une conversation avec les restaurateurs locaux du quartier pour créer une zone de restauration authentique au rez-de-chaussée, avec des plats préparés selon des recettes locales, à des prix accessibles. Serge avait d'abord résisté. Pas ouvertement, mais avec cette résistance passive des gens qui doutent que quelqu'un sans diplôme de gestion puisse prendre de bonnes décisions. Aminata l'avait laissé résister. Elle ne cherchait pas son approbation. Elle cherchait des résultats. Et les résultats vinrent, progressivement mais clairement. Le nombre de clients augmenta. Les boutiques du premier étage recommencèrent à faire des bénéfices. Un journaliste d'un site local avait écrit un article sur la transformation du centre commercial, sans savoir vraiment ce qui s'était passé, juste en constatant le changement visible. Kofi allait mieux. Beaucoup mieux. Elle l'avait emmené voir un vrai spécialiste, et le spécialiste avait dit que sa toux était traitée, qu'avec les bons médicaments sur les prochains mois, il serait complètement rétabli. Elle l'avait regardé jouer dans le jardin de la maison qu'elle avait louée, une vraie maison avec un vrai jardin. Et elle avait pensé à leur petite chambre d'avant,
aux nuits où elle ne dormait pas en écoutant sa respiration sifflante, et elle avait ressenti quelque chose de chaud et de fort dans la poitrine. Elle avait posé des fleurs sur la tombe de sa mère. Elle lui avait parlé un moment, sans se soucier de ce que les gens qui passaient pouvaient penser. Il y avait quelque chose qu'Aminata n'avait dit à personne, pas même à l'avocat. Quelque chose qui lui restait dans la mémoire comme une image qu'on ne peut pas effacer même quand on essaie. Le soir de la mort de M. Emmanuel, quand l'avocat l'avait appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle avait raccroché le téléphone et elle était restée assise longtemps dans sa chambre sans bouger. Elle n'avait pas pleuré immédiatement. Elle avait juste ressenti ce silence particulier que laissent les gens qui ont compté pour vous, même brièvement, même dans des circonstances extraordinaires. Elle avait repensé à sa chambre à la clinique, à son regard, à cette façon qu'il avait eue de lui parler comme à une égale alors qu'elle n'était pour lui qu'une inconnue. Elle avait décidé à ce moment-là que le centre commercial ne serait pas seulement un endroit où l'on vend et où l'on achète. Il serait un endroit où les gens se sentent exister. Où quelqu'un qui arrive avec peu d'argent est traité avec la même dignité que quelqu'un qui arrive avec beaucoup. Où les agents de sécurité ont pour mission de protéger les gens, pas de les humilier. Ce n'était pas naïf. C'était une décision commerciale aussi bien qu'humaine. Parce qu'un endroit où les gens se sentent bien est un endroit où les gens reviennent. Elle avait eu une longue conversation avec les agents de sécurité, tous, en groupe. Elle leur avait dit qu'ils n'avaient plus pour mission de chasser qui que ce soit du trottoir. Que les vendeurs informels qui souhaitaient travailler devant le centre commercial pouvaient continuer à le faire dans des conditions organisées et propres. Bruno avait regardé ses pieds pendant toute la réunion. Après, dans le couloir, il l'avait arrêté pour lui dire à voix basse que c'était une bonne décision. Elle lui avait répondu qu'elle le savait déjà. Sur le trottoir, des vendeurs s'étaient progressivement installés dans les espaces qu'elle avait délimités. Des vendeurs de jus de fruits frais, des femmes avec des étals de fruits, un jeune homme qui réparait des téléphones avec une habileté remarquable. Aminata les regardait depuis l'intérieur parfois, le matin, avant de commencer sa journée. Elle voyait dans chacun d'eux quelque chose d'elle-même à une époque pas si lointaine. 1 an après la réunion dans le grand hall, le centre commercial était méconnaissable. Pas dans son architecture, pas dans ses façades, il avait le même bâtiment de verre et de béton. Mais dans son atmosphère, dans son énergie, dans la façon dont les gens s'y déplaçaient. Il y avait une vie dedans maintenant, une vie vraie, qui ne ressemblait pas à la vie froide et artificielle d'avant. Les allées étaient animées. Les boutiques avaient des clients. Le restaurant du coin avait arrêté de changer de menu parce qu'il n'en avait plus besoin. La zone pour les enfants était bondée chaque week-end. Aminata gardait encore son tabouret en bois. Elle le gardait dans son bureau, dans un coin, sans l'exposer. Elle ne l'expliquait à personne. C'était juste pour elle. Pour ne pas oublier. Bruno avait demandé à la voir, 6 mois après la réunion. Il était venu à son bureau avec le visage de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à préparer ce qu'il allait dire. Il s'était assis en face d'elle. Après un long silence, il avait dit, sans prétention, sans fioriture, « Je m'excuse pour ce que je vous ai fait. » Elle l'avait regardé. Elle avait vu qu'il était sincère. Elle lui avait répondu simplement, « Vous êtes encore ici si vous le souhaitez. Mais j'ai besoin de gens qui aident, pas de gens qui chassent. » Il avait hoché la tête. Il était resté. La famille de M. Emmanuel avait essayé une dernière fois de contester le testament en justice. Le tribunal avait statué en faveur d'Aminata, rapidement et sans ambiguïté. Après cela, ils avaient disparu de sa vie. Sur le trottoir devant l'entrée principale du centre commercial, à l'endroit exact où M. Emmanuel était tombé et où elle avait laissé sa bassine pour aller l'aider, elle avait fait installer un petit banc en bois avec un message gravé dessus. Le message disait simplement « Pour ceux qui n'ont nulle part où s'asseoir ». Un jour, une femme avait frappé à la porte de son bureau. Une femme jeune, avec un enfant dans les bras et une bassine en plastique posée à ses pieds. Elle avait dit qu'elle entendait parler d'Aminata partout dans le quartier. Qu'elle vendait des beignets elle aussi, mais qu'elle n'avait pas d'endroit fixe et que les agents de sécurité du marché la chassaient régulièrement. Est-ce qu'il y avait une place pour elle sur le trottoir du centre commercial? Aminata avait regardé cette femme. Elle avait regardé l'enfant dans ses bras. Elle avait dit, « Il y a une place. Et si vos beignets sont bons, on verra la suite. » La femme s'appelait Fatou. Ses beignets étaient très bons. Et Aminata lui sourit avec cette chaleur simple de quelqu'un qui reconnaît son propre chemin dans les pas d'une autre. Chaque matin, en arrivant au centre commercial, Aminata passait devant le banc en bois. Elle s'y arrêtait une seconde. Elle regardait l'endroit où tout avait commencé. Et elle continuait vers l'intérieur, vers son travail,
vers la vie qu'elle était en train de construire. Cette histoire rappelle une vérité que le monde moderne a tendance à oublier. La richesse la plus profonde n'est pas celle qu'on accumule pour soi, mais celle qu'on révèle chez les autres. Aminata n'était pas une héroïne extraordinaire au sens spectaculaire du terme. Elle n'avait pas de formation particulière, pas de réseau, pas de capital. Ce qu'elle avait, c'était quelque chose de bien plus rare, la capacité de regarder vraiment, de rester humaine quand tout l'invitait à ne penser qu'à elle-même, et la force tranquille de ceux qui ont appris à tenir debout sans que personne ne les soutienne. Ce que M. Emmanuel a reconnu en elle n'était pas sa pauvreté ni sa souffrance. C'était sa nature. Sa façon d'être au monde. Et c'est cette nature-là qui a tout changé. Pas un diplôme, pas une relation, pas un coup de chance. Un geste humain, fait par instinct, au moment où tout le monde regardait ailleurs. Cette histoire est aussi un miroir tendu à chacun d'entre nous. Combien de fois avons-nous sorti notre téléphone plutôt que notre main tendue? Combien de fois avons-nous regardé quelqu'un comme s'il ne valait rien, parce que ses vêtements n'étaient pas assez beaux ou que son travail n'était pas assez visible? Elle aimait partager avec nous votre ressenti sur cette histoire. Est-ce que vous avez déjà été dans la situation d'Aminata, jugé trop vite, mis de côté, regardé de haut? Ou avez-vous déjà été, sans le vouloir, l'un de ceux qui filmaient sans bouger? Écrivez-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Parce que les histoires comme celle-là méritent d'être entendues par le plus grand nombre.